Bonjour Eric. Eh bien, bonjour Pedro et Voilà, bonjour à tous. certains disent qu'on fonctionne au diesel, tu vois? Que c'est Exactement, donc exactement, exactement même. Marco, on attendait que vous arriviez parce que comme on sait que nos auditeurs sont aussi en retard, Ouais, faut pas exactement. commencer trop tôt. On attend toujours, on regarde le chat, on fait: «Ça y est, ils sont assez nombreux, ils vont être c'est ça va être, c'est voilà, voilà, vous avez tout compris, vous avez découvert, notre secret inavouable». Et alors peut-être, je dis bien peut-être, parce que rien ne garantit que ça va marcher. Et On non. va avoir Georges de la Place Rouge ou de ses environs qui va réussir à se connecter. Sauf que, à cause de la situation, tout est brouillé. Donc c'est très, très, très compliqué. Il va essayer, c'est pas sûr, peut-être qu'il le fera de la chambre, je sais pas. On va voir. On est en attente, il a le lien, il sait qu'il peut venir, c'est sa priorité au direct, comme disent, c'est je sais plus qui disait ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est quelque part, peut-être qu'il montrera les attaques de drones ou les chars et cetera. Oui, une attaque de drone en direct, c'est possible ça. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est sur place, il filme. Il m'a dit que c'était très compliqué au niveau de la sécurité, que les gens étaient relégués assez loin. Il y a beaucoup de stress quand même, mais voilà, on verra. Mais on va commencer avant de commencer, parce que ça va prendre un gros morceau de notre émission aujourd'hui, la question, on va dire, de la mémoire et du 8 et 9 mai 1900 pardon, 45. On va commencer par un événement impromptu qu'il y a eu hier et qui a un peu volé d'ailleurs la vedette à Macron. C'est ce monsieur, donc comme veut la tradition, au Vatican, après la fumée blanche, il y a eu une palpation pour vérifier si c'était bien un homme. Alors moi, je pense que d'ailleurs là-dessus, le Vatican n'est plus, devrait se moderniser puisque qui dit que c'est Mais il y a eu la papesse Jeanne, hein. hein? Il y a eu la papesse Jeanne. Tout à fait, mais peut-être qu'elle en Donc, avait du coup, demandé. depuis, je pense qu'il vérifie. Parce que, voilà, en fait, c'est quand même c'était une histoire assez intéressante, surtout en plein Moyen Âge. Parce qu'en fait, c'est un pape qui, en fait, était une papesse et qui s'est fait griller, bah, le jour, où elle a été prise par les premières contractions. Ouais, mais tu Mais vois? c'était pas forcément la pire de l'époque, des papes de l'époque. Alors plutôt que on va pas trop rentrer dans des spéculations, sur, pourquoi Non, il a été nommé ou pas, parce qu'il y a 45 milliards d'analystes en carton sur tous les plateaux télé qui vont le dire. D'ailleurs, j'ai trouvé assez cocasse hier que, on voyait les analystes dire: «Peut-être le pape sera marseillais, français» et en fait certains sérieux ont dit: «Bon, le mec a autant de chances de se faire élire pape, que moi de gagner au loto». Mais voilà, il y a eu un espèce de cocorico. Peut-être c'est parce que le PSG est en finale de Ligue des Champions, les gens se sont dit: «Tout est possible», tu vois? Je ne sais ouais, pas. Ce qui est sûr, c'est que, heu, ils ont fait quand même le Vatican a fait son coup de com' parce que c'est un pape avec des origines françaises, donc un pays, heu, on va dire où le catholicisme est encore important et qui était quand même la sœur aînée de l'Église, si je me trompe la pas. fille aînée, Fille aînée, pardon. Heu, OK. pourquoi la sœur? Heu, d'origine italienne aussi, coco les Italiens aussi doivent être contents. D'origine espagnole, bon, c'est pas un petit pays catholique non plus. Il est américain, donc né du moins, il est états-unien, on va le dire comme ça, Ouais. né aux États-Unis, Mais il est mais aussi américain. exactement, il est américain dans le sens continent américain puisqu'il a pendant 20 ans, il a été, cardinal et il a exercé au Pérou et donc en Amérique latine. Donc il est un pape américain dans le sens, l'Amérique dans sa globalité, du cône sud au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire?
On ne sait pas, il est plus ou moins opposé à Vance, c'est difficile. Il faut se rappeler, Jean-Paul II. Jean-Paul II avait été élu clairement parce qu'il était opposé au communisme et que c'était un outil géopolitique pour l'Occident contre l'URSS. Oui, et puis après l'Église, en fait, on faut pas forcément penser qu'il y ait les trucs sous un angle politique, hein. Mmh. Ils le pensent aussi en mode, éventuellement marketing, part de marché, et cetera. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'était bien de rééquilibrer, bah, de rééquilibrer sur l'Église d'Europe de l'Est où il y avait, une foi peut-être plus ardente qu'en Europe, de l'Ouest. Voilà, c'était une option. Et puis, voilà, que de la même manière que, le précédent et on a trouvé un Argentin, bon voilà. Mais qui avait quand même des origines italiennes pour pas faire de la peine aux Italiens, parce que c'est toujours un gros problème, hein. Moi, je me rappelle on avait un ami italien, mes parents avaient un ami italien, et le mec, il ne digérait pas qu'ils aient mis un Polonais, parce que pour lui, ça devait rester un truc italien. Et en fait, non, le vrai sujet qu'il peut y avoir, c'est aussi ben, l'Église d'Amérique enfin, du continent américain. C'est quand même une des bases importantes du catholicisme aujourd'hui dans le monde, alors, notamment en Amérique latine. Oui, le Mexique, le Brésil, l'Argentine et le reste sont quand même s'il y a une très forte montée des courants évangélistes, Ouais, voilà, et c'est heu, probablement pour contrer, hein, parce que, mmh, bah, parce c'est pour qu'en ça que Argentine, il y a un gros sujet avec les évangélistes quand même, et des sectes diverses d'ailleurs. Et en gros, c'est un peu l'ensemble du continent sud-américain où on a ce problème-là. donc comme on peut dire, ils ont fait, d'une pierre plusieurs coups en Exactement, oui, oui, satisfaisant, plein de gens. Voilà, il aurait même la nationalité péruvienne, donc effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'il il est d'un peu partout, mais alors, la seule chose que moi j'ai notée, c'est que contrairement au pape François et attention, hein, on parle pas de François Hollande, hein, on parle bien du pape François, heu lui a drapé, était, richement, vêtu d'étoffes et cetera. Il a repris la tradition, ostentatoire qu'avait abandonnée François. ouais. Donc voilà, c'est peut-être que c'est l'émotion, il n'y a pas réfléchi lui. Ce qui est sûr, c'est, voilà, il y a un nouveau pape, je crois que plein de catholiques sont super contents ou pas. De toute façon, il y a déjà plein de rumeurs, qu'il fait partie de je ne sais pas quel groupe de lézards ou, de choses comme ça. Alors, Jean-Pierre, ça c'est pas mal. D'une pierre, plusieurs clous. Je Ouais, pense qu'il y a parce que quelqu'un, c'est il y a sur des 2000 ans, sur le mont Golgotha, il aurait rigolé. ouais, parce que c'est sur cette pierre qu'on construira son église. Mais bon, Waouh, vous allez loin là. Je pense qu'on risque de se faire avoir par, comment ça s'appelle? Par, les intégristes, et on va finir on va mal finir. Enfin bref. Alors, je donne priorité au direct parce qu'on a un invité là qui vient de se connecter et il a pas beaucoup de temps, mais en fait, demain, à 18:00, donc samedi, on lance une nouvelle émission et donc Sébastien qui est avec nous va nous présenter rapidement le concept. Et donc on va l'accueillir et après on reviendra sur le sujet de est-ce que le pape en a ou pas? Alors attendez, tac, Sébastien, où es-tu? Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Bon, parfait, parfait, parfait. Alors, c'est quoi cette nouvelle émission que tu nous lances demain? Comment ça s'appelle et c'est quoi le concept? Est-ce que tu as des invités? Tu as pas d'invités? Est-ce que c'est toi qui fais, vu que tu es un pompier costaud, tu vas nous montrer, est-ce que c'est un truc sur, le CrossFit? C'est quoi ton émission? Bon, beh, déjà, je voudrais remercier Fréquence Populaire et vous tous pour donner la chance à des gens, à des citoyens de pouvoir s'exprimer sur les sujets d'actualité. Donc, comme tu le dis, c'est un format un peu particulier. C'est une émission qui va traiter tous les sujets,
sans exclusivité, que ça soit politique, sociétal, d'actualités diverses et c'est vraiment donner la parole à tous les citoyens, que ça soit des entrepreneurs, des salariés, du public, du privé, des gens du tissu associatif. C'est vraiment, laisser exprimer les gens. Il y aura des invités, il y aura des chroniqueurs, et il y aura des débats sur tout et il y aura surtout beaucoup de sport autour de la table. Alors dis-moi, Sébastien, les gens parlent de ton accent chantant. On est d'accord que c'est un accent de Lille, ça? Mais tout à fait, oui, Lille, à côté. Oui, c'est à peu près Lille. Non, mais c'est un accent, il est particulier, donc c'est le sud de la France et ça fait aussi plaisir, voilà, d'avoir un petit peu des accents chantants. C'est bientôt la période des cigales, donc si on peut faire, partager ça avec vous, ce sera avec plaisir. Et alors qui sont, tes premiers invités pour demain? Parce que je crois que tu as des surprises. Oui, oui, alors c'est les premiers invités qui sans doute reviendront, qui seront aussi peut-être des chroniqueurs. Donc on aura la chance d'avoir demain, Khalid Konaté, qui est maître pâtissier, qui a travaillé entre autres au château de Windsor, à New York, à Dubaï. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles et énormément de maîtrise dans son métier, qui est connu et reconnu, mais aussi, à côté de ça, qui fait énormément de social, voilà, en direction des jeunes. Et c'est intéressant de l'avoir pour une première émission sur le plateau. Et à côté de ça, on a aussi Ali Mafiche, qui est un réalisateur, un ingénieur son, qui a travaillé dans le monde entier aussi et qui va nous faire part justement de ses analyses sur des questions d'actualité politique. Il y aura deux grandes questions demain. C'est François Bayrou et Emmanuel Macron, la tentation du référendum, qui est d'actualité en ce moment, ces derniers jours. Voilà, on voit qu'ils veulent faire des référendums à tour de bras. Et la deuxième question est une question un peu plus sociétale, des mouvements sociaux aussi. C'est la question de Perrier et de la verrerie du Languedoc, avec le scandale de Perrier et ce que ça a aussi a comme connotation au niveau des licenciements dans différents sites en France. Alors, je voilà, Éric pendant quelques secondes, était à la renverse. Je crois que c'est l'émotion de la présentation. Alors elle s'appelle comment cette nouvelle émission? Alors l'émission, c'est pas de blabla. Voilà, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que là, on discute à bâton rompu. Voilà. Il y a pas dans cette première émission, par exemple, il n'y a pas de professionnels de la politique. C'est vraiment des gens lambda qui viennent se débattre sur des sujets d'actualité et à bâton rompu et voilà, dans la convivialité et surtout la bienveillance. Donc samedi 18h30. Samedi 18h30, on compte sur vous. Bon, bah, merci, Sébastien. Alors je sais, Sébastien étant pompier, son temps est précieux et donc on va pas le retenir parce qu'il y a toujours des vies à sauver, des chats dans les arbres. Justement, alors les gens ont deviné que tu venais de Roubaix, donc on sait qu'il y a beaucoup de chats dans les arbres à Roubaix. Ah oui, Roubaix, c'est connu pour ça d'ailleurs. Exactement. Enfin bref. Bon, heu, ce sera dans la bonne humeur, donc j'encourage tous les gens à se connecter demain. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui est pas content. Quand on parle de sport, c'est pas ils vont pas faire la chronique du PSG pendant 3 heures. Ils parlent Non, 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 mais en fait, enfin, quand je dis il va y avoir du sport, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les débats vont être très sportifs. Ça veut pas dire qu'il y aura du sport. oui, non, mais je Autour de la pense table, il y aura du sport. ils se sont dit que tu étais le nouveau Nelson Montfort, tu vois? Non, 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 je les rassure. Qui regardent demain, ils seront surpris. Bon, bah, on te donne rendez-vous, demain. Moi, j'ai hâte de voir, le premier et donc oui, c'est une émission en direct, sur lequel ils vont parler et cetera. Vous allez voir ces débats, ça va être pas mal. Mmh. Merci beaucoup Sébastien Merci beaucoup. et on repart sur, est-ce que le pape en a ou pas? Au Bon, revoir. au revoir. Oui, enfin bon, je sais pas si c'est ce qu'il a, hein, mais Bon, bon, mais après globalement, il faut se méfier chaque élection de pape, il y a souvent des supputations sur, des trucs, bon. Donc c'est un petit peu comme à l'époque, de l'URSS, on analysait le Kremlin. Tiens, il y a machin, il est un pas en arrière de machin, donc ça veut dire qu'il a ça veut dire quelque chose de très fort et cetera. mmh, Bon, on verra à l'usage, hein, donc du on sport. aura toujours des surprises. C'était pour dire que ça allait être énergique comme émission. C'était pas pour parler de sport. Voilà. Donc,
pour, Dudelac 456. Ah, parce que c'est justement que du blabla. Non. Il est bon lui, hein, c'est Non, mais vous il est verrez, chaud. c'est des voilà, ça va être musclé. Ça veut pas dire qu'il y aura des bodybuilders. C'est vrai, c'est vrai. Heu, donc bon, bref, de toute façon, on verra bien ce qui se passe pour le pape. On laisse les théories du complot se faire, et se défaire. De toute façon, à chaque nouveau pape, heu, les l'industrie du magnet et du souvenir, a un pic exponentiel généralement. Parce que Ouais. déjà, il faut écouler tous les anciens stocks qui deviennent collector et il faut faire les nouveaux. Alors, il faut savoir qu'en Pologne, ils ont toujours pas écoulé tous les stocks de Jean-Paul II. C'est vrai. Bah, il avait Toujours surinvesti peut-être. hein? Il avait surinvesti peut-être par chauvinisme. Je sais pas, mais tu peux toujours trouver des magnets et des trucs à l'effigie de Jean-Paul II, tu vois? Ouais. C'est i pour eux, il n'y a qu'un seul pape, c'est Jean-Paul II. Après, après qu'il soit mort et fini. La chrétienté s'est arrêtée. Plus sérieusement, voilà, le on verra bien ce que ça représente en termes géopolitiques, puisque c'est important. Heu le chef de l'Église catholique a quand même une influence sur un certain nombre, de fidèles, sur ses Ouais. positions et donc on verra bien, est-ce qu'il est, il sera en rupture ou est-ce qu'il va être plus conservateur? C'est très, très dur de savoir. On va comme on dit et je laisse les plateaux, Ouais. en parler. Mais on a une autre invitée surprise, là, ce matin, que je vois qui est connectée et je sais qu'elle aussi, est très prise par son travail. Donc on va, vous voyez, c'est le matin des surprises et donc on va l'accueillir parce qu'elle va nous présenter un événement, auquel Fréquence Populaire va couvrir l'événement en tant que média, mais elle va nous expliquer ce que c'est et d'ailleurs cette, jeune femme de 22 ans, charmante, avec qui j'ai passé, l'après-midi hier à faire, la nouvelle émission d'Emmanuel Todd, peut-être pourra nous dire aussi un petit mot sur de quoi ils ont discuté avec Emmanuel Todd, la vidéo qui arrive très rapidement aussi. Mais on va commencer par son annonce. Alors, un instant, tac. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc bonjour Diane. Bonjour, Oui, tout à fait. enchantée, j'espère que tout le monde Primordial. va bien. Très bien. Bon, 22 ans, je vais avoir le double dans un mois, donc c'est gentil, mais c'est vraiment pas vrai. Alors, comme le disait Einstein, le temps est relatif, tu vois? Ça dépend de l'observateur. Donc C'est si le j'observe que tu as la 22 marge ans, ça d'erreur, on m'a va fait dire. douter que tu as 22 ans. À quelques années près, voilà. Mais, oui, Alors alors moi je voulais vous parler donc d'un événement qui est organisé par République Souveraine, qui aura lieu le 29 mai. Le 29 mai 2025, ça fera exactement 20 ans. Ce sera les 20 ans du référendum, donc du 29 mai 2005, référendum sur le projet de constitution de l'Union européenne, qui avait été rejeté par la France à 55%, mais ce référendum a été par la suite piétiné puisqu'on a eu donc le traité de Lisbonne qui a été mis en vigueur après à partir de 2007. Donc voilà, donc c'est un peu pour faire une commémoration, mais également pour bah, voilà, discuter vraiment de qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on se sort de ce guêpier. Et voilà, donc ça sera un événement qui aura lieu donc à Paris, qui commencera donc de 14h30 à 22h, donc c'est un bon événement, et qui sera à la Maison des Associations, donc c'est rue des Terres au Curé, dans le 13e arrondissement. Voilà, et donc bah, il y aura toute la nourriture, l'apéro, etc. Sont fournis. Et ce sera l'occasion d'écouter des invités vraiment bah, qu'on retrouve souvent sur Fréquence Populaire, mais des invités prestigieux. On va avoir donc Emmanuel Todd, on aura Zoé Constantopoulou qui devrait faire le voyage spécialement depuis la Grèce. On va
va avoir Henri Guénaud, on va avoir Stéphane Rosès et même en exclusivité, je peux vous annoncer qu'on aura également 2 nouveaux invités qui ont confirmé, qui seront Jacques Nikonov et Camille Adon, le réalisateur du documentaire Au nom de l'Europe. Ce Alors qui est, j'ai mis un petit QR code pour ceux qui veulent s'inscrire, donc à cet événement et j'ai mis le lien dans le chat. Alors ça fait un beau parterre de gens et ça coûte combien pour participer à cet événement? voilà, et ça coûte 25 €, voilà, pour C'est pas toute assez la cher, hein. journée Moi je dis avec la nourriture, la boisson, etc. C'est prix coûtant en fait. On était obligé, on aimerait pouvoir du coup baisser encore le prix, mais c'est juste pas et il y a des possible. cadeaux ou pas si juin? Alors, il y a des Non. cadeaux pour les premiers inscrits en fait, pour les 100 premiers qu'on n'a pas encore atteints. Donc du coup, il y a encore des cadeaux disponibles. Ce Et sera c'est un quoi le cadeau? gobelet réutilisable et un badge. Ah, tu veux dire comme ceux que j'ai là, tu vois? Voilà. Ça Des verres, alors pas du tout, genre, c'est vraiment le hasard, j'en ai tellement chez moi que j'ai pour les matinales, mais OK. Et on a déjà le visuel ou pas de l'EcoCup ou pas encore? Ou c'est une surprise? Alors, on ne dit pas Eco-Cup parce que c'est un anglicisme. Ah, Donc, je me bats pour Hop, qu'on appelle gobelet ça un écologique. gobelet réutilisable ou un gobelet écologique, enfin ce que tu veux. Voilà. Non, non, bah, je pense que ça sera le même design en fait. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est parfait et On donc peut montrer l'affiche de l'événement si tu veux. alors Je te l'ai envoyé par Telegram parce qu'on l'a refaite du coup avec les nouveaux invités. Donc, oui, alors j'ai vu alors attention, je vais partager ça un instant parce que quand je partage des trucs, une fois sur deux, ça fait des trucs bizarres. Donc on va pas se planter d'image. Donc voilà, l'image. Vous voilà. avez quand même mis un drapeau européen, tu vois? Parce que effectivement, c'était pour faire le lien avec ça, mais c'est pas, voilà, Je suis surpris qu'il y ait c'est pas dans un eu, but critique en fait. C'est pas, voilà. oui, mais moi j'aurais mis Parce du que sang, tu vois, qui coulait des étoiles et tout, bon. ouais, sachant que aujourd'hui, c'est un bon jour pour en parler parce que donc c'est la journée de l'Union européenne avec des tas de. Moi, j'ai reçu, par exemple, à l'école de mon fils, ils appelaient les enfants à faire des dessins, à faire des origamis, etc. J'ai regardé pour essayer de faire un caca en origami, mais je me suis dit après que mon fils allait avoir des problèmes à cause de moi. Écoute, il faut être disruptif, hein. Il faut lui apprendre à être disruptif, comme Manon. Ça a bien Voilà. raison, bien raison. Mais je pense on va quand même apprendre à faire ça parce que du coup j'ai trouvé le tuto du caca en origami. Donc, oh! Non, Mais, non, on va être sincère, franchement, la seule chose bien, qu'il y a dans l'Union européenne, c'est l'hymne. À part ça, l'hymne à la joie, tu vois? C'est le seul truc, mais c'est même pas vraiment l'UE, c'était Beethoven. oui, il était déjà là avant en fait, Voilà, globalement. exactement. Mais franchement, heu, donc ça va être riche en enseignements. Nous, on fera des interviews sur place, avec Fréquence Populaire, mais on encourage les gens à venir parce que déjà, ils pourront nous rencontrer physiquement. Donc toi, Diane, maintenant l'égérie de l'émission, avec Emmanuel Todd Oui, oui, ah oui, c'est vrai, dépasse c'est les vrai, 10 j'ai pas 000 000 parlé de du vues, coup. tu vois? Moi, je suis très humble, je ne suis pas à ta hauteur, tu vois? C'est pour ça d'ailleurs que là, tu es très grosse, tu vois? Moi, je suis tout petit, sur l'écran. Hem, bon, heu, Oui, on a enregistré donc un nouvel justement, épisode hier, voilà, donc qui devrait être disponible prochainement. Et voilà, c'était un épisode intéressant en fait où Emmanuel Todd est beaucoup revenu sur l'évolution géopolitique du monde après les 100 premiers jours de Trump au pouvoir aux États-Unis en fait, et le basculement du coup la politique complètement différente poursuivie par les États-Unis, mais toujours effectivement, il est assez pessimiste sur les possibilités de redressement là-bas. Voilà, et l'obstination des Européens en fait qui sont un peu complètement
toujours en train un peu comme les personnages de dessins animés qui continuent à marcher dans le vide, alors qu'il y a plus de sol, sous leurs pieds en fait, voilà, qui Mais est-ce qu'il continuent, y a déjà donc eu un sol? Parce que c'est ça bien la question. voilà, c'est ça, c'est vrai. Parce que pour continuer à marcher, il fallait déjà qu'il y ait un sol. C'est On a ça. l'impression qu'ils flottent, ils errent. Tu sais que peut-être que, en fait, les dirigeants de l'Union européenne sont comme des fantômes coincés, tu vois? C'est-à-dire qu'ils pensent être encore vivants alors qu'ils sont déjà morts depuis longtemps. Ouais, mais tu raison, ça ferait un super film un peu genre, Sixième sens. Ah, pas mal, pas mal. Ne me donne pas d'idée, je serais capable de le produire. Non, non. Ouais, ouais, non, mais c'est ça en fait, et qui sont coincés complètement dans le monde. C'était déjà le monde avant, mais là maintenant ça devient le monde d'avant-hier en fait. Voilà, et donc, Bon, voilà. Enfin bon, et Emmanuel Todd raconte ça beaucoup mieux que moi, donc ça sera tout à fait. Alors pour avoir disponible assisté au pour tournage, les gens. ça envoie du lourd. Alors, la vidéo sort prochainement. Heu, je ne peux pas promettre, quand. Je sais que ce soir, on a une vidéo avec Hervé Carès, Oh super. donc qui est aussi très intéressante, qui va sortir. On va avoir donc l'émission de Sébastien samedi. Dimanche, peut-être ce sera Todd ou peut-être, semaine prochaine, on va voir, on prépare parce que les émissions d'Emmanuel Todd sont assez longues, donc ça prend un peu plus de temps à monter. On va voir tout ça, mais j'ai aussi une belle émission qui a été faite avec un ancien proviseur sur l'éducation. Donc on a beaucoup, beaucoup de contenu, sans compter toutes les interviews que Georges est en train de faire, à Oui, là, Moscou. il va y avoir un embouteillage du coup. Voilà, non mais CNews, LCI, BFM, on vous aura. Bon, bah, merci Diane, on va pas te retenir plus Eh ben, pas de longtemps. problème, hein, Et merci donc, beaucoup. Et donc, bah, le 29 mai, et voilà, bah, exactement, les je vais places remontrer le visuel. sont en vente. Et je pense que ça va vraiment être un événement vraiment très très intéressant, effectivement. Voilà, et pour ceux qui veulent, On va avoir encore d'autres invités qui ne sont pas encore annoncés. Donc, oui, de toute façon, c'est toujours plein de surprises, alors, je pour en avoir organisé dans le passé, puisqu'on a fait plusieurs événements, on en garde sous le coude, parce que sinon, on veut pas tout divulgacher. oui, Voilà. oui, oui, Donc voilà, effectivement. il y a un petit QR code, pour ceux qui veulent, s'inscrire et n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et donc À oui, c'est bientôt. important ce que tu as dit, c'est il y a un pot dans le prix, il Ah y a oui, déjà il y a pas mal de c'est choses pas juste inclus, hein. un pot en fait, il y a le dîner, voilà, il y a la restauration, il y aura du café, voilà, enfin bon, bref. Alors dansant ou pas le dîner? Alors, il n'est pas interdit de danser, mais on n'a pas vraiment prévu. Non, par contre, il y aura également un stand Non mais où parce on qu'il y a pourra Jean-Pierre Leroux acheter qui veut venir danser un slow avec toi on va et donc essayer il de a faire dit: un «Il ne stand vient que de. s'il danse un slow avec toi». Ah ouais. Bah, ouais, faut trouver la musique du slow quand même, hein, sur Ah, ah, l'image, ah, moi. attends, attends, moi je l'ai à la musique du slow. Attends, bouge pas. Tiens, ça c'est pas Un mal truc comme italien, forcément. Qu'est-ce qui va sortir là? J'ai peur. Ah, c'est Chant des partisans, magnifique, hein. voilà, bref. Ah bah là, c'est sûr, ça c'est émouvant, d'écouter un slow émouvant. Oui, bah, non, mais Et c'est parce que j'ai préparé pour, puisqu'on va parler du 8 mai, donc mais oui, je divulgage mon effet pyrotechnique. Heu, alors, Adrien dit: «J'ai du mal à» l'idée c'est il faut pas se fermer sur ce type d'événement. L'idée, c'est de pouvoir aussi, si on avait des débats qu'avec des gens avec lesquels on était 100 d'accord, ah, ce serait un peu nul. oui, on a essayé C'est de important faire d'avoir, large en fait, justement, voilà, la diversité par rapport aux visions, différentes, parfois antagonistes de certains, et justement de voir comment, parce que l'important, c'est la France et heu, on peut mettre certains désaccords de côté pour avancer. c'est ça. Oui, Bon, du là, je sais que c'est une marche, c'était parce que c'était la musique qui était dispo pour moi. Voilà. Merci beaucoup Diane. merci beaucoup, bonne fin de matinale. Au revoir. Merci, au revoir.
Alors, bon, on a traité le pape, mais moi, je voulais qu'on parle un peu, du 8 mai, donc 1945, Ouais. des Ouais. commémorations qu'il y a eu hier. Alors, concrètement, on va pas parler de Macron. Moi, je vais vous parler de ça. Vous voyez, on est nombreux en France à être les porteurs de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, là, ce que je vous montre, cette petite plaque cassée, alors je sais pas si on la voit bien, c'est la plaque de prisonnier de guerre de mon grand-père. Donc je sais pas si on voit Stalag 6, donc il y a un autre, je crois que c'est marqué H et attention, donc avec son numéro de prisonnier. Pourquoi cette plaque est cassée? Elle a été cassée par mon grand-père au moment de sa libération, mais il l'a gardée. Ça paraît stupide de garder ça, mais c'est le souvenir de ce qui s'est passé. Au travers de ces nombreux, on va dire, artefacts qu'on garde tous, on transmet aussi la mémoire. Parce que la Seconde Guerre mondiale, ça a pas été n'importe quelle guerre. C'était une guerre contre ça. Donc ça, c'était, vous voyez, quand on était prisonnier, on avait les Allemands vous donnaient un espèce de passeport de prisonnier où ils mettaient que, alors non, ça c'est le passeport, je crois, de transit, je sais pas, c'est 1946, donc je ne veux pas, donc c'est peut-être, qu'on lui a donné pour repartir. C'est Mmh. pas très clair, je ne parle pas allemand et je me, oui, ça doit être ça. Mmh. Frei, ça veut dire libre, c'est ça? Frei, oui, ça veut dire libre. Bon, bah, voilà. Donc effectivement, ça doit être le, voilà, ça doit être un passeport provisoire qu'on lui a donné pour, être libre. Vous voyez qu'il est libre, c'est 46, hein. Donc, ou bien on lui disait que du 14-4-44, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, alors j'ai même une photo, vous voyez? Les tout On est tous porteurs de cette mémoire et justement, c'est important qu'on transmette cette mémoire aux plus jeunes, aux enfants qui sont nés au XXIe siècle. Pour qui, quand on leur parle, de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont l'impression que, comme à moi et Eric, on parle de 1870. Qu'on parle de quelque, Ouais. ça a Oui, c'est à peu près 80 ça. ans. C'est ancien comme conflit. Justement, et dans ce cadre-là, je voulais vous lire une lettre. C'était une lettre qu'avait reçue ma grand-mère à l'époque. Parce que voilà, vous voyez, regardez, alors il s'écrivait beaucoup. Donc, Il y a pas de texto, hein. exactement, donc c'était écrit à la plume. Donc, donc j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de courriers comme ça, puisque bon, à part envoyer des courriers, bah, il y avait pas grand-chose à faire, hein. Et justement, vous voyez, ça, c'était les compagnons, du moins ceux qui ont été, emprisonnés avec lui, puisque comme beaucoup de soldats français, ils ont été, attrapés assez facilement par, les les Allemands. Donc, puisqu'on était dans la logique, de l'étrange défaite, pour, ceux à qui ça rappelle, et donc je vais vous mettre à l'écran, vous allez voir. Donc alors j'avais préparé quelques photos. Il y a un texte, donc ça, c'était la photo avec ses compagnons d'infortune, comme on dit, et le texte que je vais vous lire, donc c'est un de ses compagnons, donc la lettre date, alors un instant, du 23 novembre, je suppose que c'est 42, mais c'est pas très bien écrit, donc ça pourrait être 43, et qui est assez touchante, et donc je vais vous lire cette lettre. Ah, bon, bah, j'ai mis la deuxième partie. Un instant. Donc, voilà. Et donc, c'est là où je mets ma musique. Donc, Madame, j'accomplis une mission sincère, dont Charles, votre mari, m'a chargé.
C'est le cœur bien gros que je suis obligé de vous écrire la triste odyssée de notre évasion d'Allemagne, dont vous deviez être au courant. Dans la nuit du 9 au 10 de ce mois, nous avions donc tenté l'aventure, nous étions 3. Pour deux d'entre nous, la chance a eu lieu, a bien voulu nous sourire, mais pour Charles, la troisième nuit de marche, ses jambes et ses pieds l'ont abandonné. La fatigue et le froid ont été l'handicap de son abandon. Croyez bien, madame, que nous avons, au moment de nous quitter, quelques instants de profonde tristesse. Charles, au moment de nous quitter, m'avait fait promettre qu'en cas de réussite, de vous prévenir. Je tiens donc ma promesse et je vous dirai aussi de ne pas avoir trop de chagrin à son sujet. Un prisonnier repris n'encourt pas une grosse punition, surtout à sa première évasion. Ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de ces nouvelles pendant un court laps de temps. Sachez seulement que nous avons mis 12 jours pour accomplir notre trajet jusqu'en France, après bien des difficultés. En souvenir de Charles, qui fut pour moi un très bon camarade de captivité, recevez, madame, mes sincères amitiés, signé un ami. Et PS, alors je suis désolé, j'ai pas changé l'image pendant que je vous lisais. Alors, PS, quand vous parlerez de moi à votre mari, dites Mona et il comprendra. Donc, pourquoi je vous ai lu tout ça? C'est parce que c'est au travers de ces récits, justement, qu'on fait vivre la mémoire. C'est important. C'est fondamental à une époque où il y a un révisionnisme total. Où on dit que Hitler n'était pas d'extrême droite, que Hitler était un socialiste de gauche, et cetera. Que finalement, la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas si grave parce que regardez les crimes affreux du communisme. Il y a une relativisation et une tentative de réhabilitation terrible. J'ai lu aussi cette lettre parce que ça montre cette notion. Donc cette lettre est envoyée pendant la guerre, donc à ma grand-mère, qui donc était épouse de prisonniers de guerre. Et elle n'a jamais été signée. Je ne sais pas qui est ce Mona. Je sais juste qu'il a été dans le même stalag que mon grand-père et que lui a réussi à s'en échapper. Je sais que mon grand-père a tenté plusieurs tentatives d'évasion et je sais aussi qu'il ment dans la lettre. Puisque quand il dit que les prisonniers, n'encouraient pas de grosses punitions, c'est pour pas que ma grand-mère, qui à l'époque justement a accouché au début de la guerre, soit préoccupée. Mais qu'en réalité, ils étaient bien sévèrement punis. Ah, on t'entend plus Eric. Oui, pardon. Oui, ça se terminait en stalag disciplinaire. Mon père y a eu droit, hein, donc bon, Voilà. c'est enfin, c'est des trucs où, en gros, sous la neige, en Silésie, on te fait mettre en rang, rester pendant des heures en slip, quoi, par exemple. Mmh. Sans compter, évidemment aussi, c'est qui est interdit par la convention de Genève, mais on faisait charger des wagons de charbon à des prisonniers, alors qu'on n'est pas censé faire travailler les prisonniers de guerre et voilà, éventuellement, on les nourrissait avec une patate par wagon rempli. Mmh. Voilà, Alors ça fait partie de l'histoire, alors on m'a demandé si c'en est sorti, oui. Alors la chance veut que mon grand-père parlait le yiddish. Ce qui faisait il pouvait communiquer facilement avec, les Allemands et donc il était plus ou moins préservé à ce titre-là, mmh, comme interprète du camp. Mais, il a essayé 2 autres fois, je crois, de s'échapper, donc il a jamais réussi, hein, ses évasions. Il se faisait reprendre à chaque fois. Ah donc, j'ai même, vous voyez, sa carte d'ancien combattant. Donc je sais que mon grand-père, à l'époque, comme beaucoup, ont été très déçus par la France, à la Libération, parce que les pensions d'anciens combattants étaient risibles. oui. Elles étaient très, très faibles pour des gens qui avaient passé 5 ans en captivité. Mais aussi, j'aimerais partager d'autres documents. Alors, j'ai,
justement sur cette question-là parce que c'est important de remettre les alors ça c'était, alors je ne sais pas s'il est toujours, édité, tu vois? C'était ça s'appelait Le Lien, donc c'était, l'amicale des gens qui étaient dans ce stalag-là, donc maintenant je sais qu'il y a des groupes Facebook de descendants, pour partager justement ces documents-là. Donc ça un ça date de 93. Donc malheureusement beaucoup des gens, heu qui ont vécu, cette période-là sont décédés, donc c'est pour ça que je dis que c'est essentiel que nous, à notre tour, on préserve la mémoire et qu'on transmette et qu'on dise que ces petites plaques de plomb là que j'ai montrées, justement, à mes enfants, non, il faut pas les jeter parce que ça, c'est aussi partie de votre mémoire, c'est Mmh. partie de notre mémoire collective et que c'est important justement de garder ça, de garder qu'on a vécu ça, que notre famille a vécu ça. Et ce que je voulais vous montrer, alors parce que je les ai mis de côté, alors il faut que je vous retrouve. C'est un truc important, voilà, si je me trompe pas, c'est que les premiers trucs pour les réparations des spoliations. Donc ça, c'est une lettre reçue par, ma grand-mère pour, commencer à pour les réparations. Commence en 64, Ouais. une loi votée au Bundestag. On est 20 ans après la guerre, 20 ans. C'est-à-dire que les réparations n'ont pas commencé immédiatement. Faut imaginer que pendant 20 ans, il y a des gens, des mutilés de guerre et cetera, des gens qui avaient tout perdu. On pense beaucoup aux déportés, aux spoliés et cetera, qui ont mis très longtemps. 20 Mmh. ans, c'est énorme, hein. Pour, imaginez, qu'on vous spolie, on vous prenne tous vos biens et que vous deviez attendre 20 ans de pouvoir avoir une compensation, sans compter les 5 années de guerre. Donc 20 ans plus le début de la guerre, donc 39, on est sur 25 ans. Mmh. Donc il faut pas l'oublier, pour ceux qui disent: «Oui, bon, c'est vieux, les Allemands ont payé leurs dettes» et cetera. Non, ils Et ont pas payé leurs d'ailleurs dettes. ouais, Demandez aux Grecs. exactement, c'est ce que j'allais dire. Zoé Constantopoulou, le dit très bien, les Allemands n'ont jamais payé de réparation aux Grecs. Les Français se sont bien sortis, entre guillemets, mais il y a plein de pays, la Yougoslavie et cetera, les Allemands n'ont rien payé alors qu'ils ont, ces pays-là ont payé des très, très, très lourds tributs. Donc vous voyez, regardez, j'ai une autre lettre, donc il y a beaucoup j'ai eu beaucoup de lettres comme ça. Alors je vais pas montrer la tête du salopard qui est sur le mince, sur le mais c'est typiquement les lettres en fait alors les lettres étaient lues, hein, par les matons. Non, Oui. par ceux qui surveillaient les stalags, donc c'est toujours très feutré. Genre, on nous traite pas trop mal, c'est toujours ils faisaient gaffe parce que sinon, hem, ils savaient pas et souvent, une des choses, c'est alors je vais essayer de vous retrouver, voilà, par exemple, donc une lettre de mon grand-père du 25 avril 1944. Donc, il dit: «Chers parents, c'est avec beaucoup d'inquiétude que je vous écris cette lettre qui, je le souhaite, vous trouvera en excellente santé. J'ai appris avec stupeur que les bombardements sur Paris avaient, hem, repris et votre voisinage avec les grandes usines, une cause» voilà, Mmh. voilà, «avait repris sur vous et votre voisinage et sur les grandes usines, ce qui me cause une grande angoisse. Car est-ce q jusqu'où cela va aller? Quant à moi, mes chers parents, je suis logé à la même enseigne que vous, mais en fait, avec la différence que j'y suis habitué. Chers parents, j'ai enfin reçu des nouvelles», bref. Donc on voit que aussi une inquiétude que les prisonniers avaient, c'était qu'ils on et probablement la Wehrmacht leur rapportait, des faits,
Ah, Mmh. c'est horrible, les alliés bombardent et tout et ils veulent tuer tous vos votre famille et cetera. Donc c'était des situations, ils avaient pas internet, hein, c'était compliqué. Donc leurs informations étaient, très, lacunaires. Mais voilà, je C'est tenais un surtout avec peu des effets de délai, c'est surtout ça. oui, oui, tout à fait, parce que les courriers, mettaient longtemps à arriver ils étaient, censurés et cetera et donc alors j'essaye de voir, attendez, j'ai alors toi, tu avais une anecdote si je me trompe pas, Oui, bah, en fait, l'anecdote, c'est pareil. Bon, mon père, a été fait prisonnier, en 40, il était engagé et puis, en fait, bon, son char a sauté et puis, au Luxembourg et effectivement et c'est le seul survivant et donc du coup, il a été fait prisonnier et il a fait, 3 tentatives d'évasion et la dernière, il l'a réussi puisqu'il est allé après, faire des choses, en Libye, et du côté, après du côté de Monte Cassino. Voilà et donc ce qui s'est passé après sa première tentative d'évasion, il pouvait pas dire: «J'essaie de m'évader», donc du coup, il avait codé ce message, il avait écrit à sa mère en disant: «J'ai joué aux échecs et j'ai perdu». oui, c'est effectivement, c'était spécial. Alors, pour info, ça, c'est, des lettres que ma tante, heu, a eues, donc en 1939. Donc j'avais une tante qui travaillait pour le comptoir sidérurgique. À l'époque, on avait encore u une industrie, Comptoir sidérurgique de France et donc c'est dit: «Je sous-signais Gauthier de Charanne, secrétaire général, certifie que Madame Malvé, domiciliée à Boulogne, 84 rue du Château, est attachée au comptoir sidérurgique de France, 1 Paul Cédane. Elle doit s'y rendre, quotidiennement, car le comptoir sidérurgique a fait l'objet d'un ordre de réquisition collective de la part du général commandant de la région de Paris. Et après, donc puisque je suppose qu'il devait y avoir des couvre-feux ou des difficultés de déplacement, elle a des ordres de mission, donc du même comptoir sidérurgique, avec marqué, donc elle a besoin de pouvoir se déplacer, donc en particulier d'aller à Bordeaux. Donc ça veut dire que c'était aussi pour pouvoir passer, pouvoir, je pense s'échapper de Paris et ils disent: «Pour y résider et travailler à la réception des cargaisons», donc ça c'est, 31 mai 1940, à la réception, des cargaisons d'acier de provenance américaine et britannique, ainsi qu'à leur réexpédition sur les usines travaillant pour la défense nationale. Et donc voilà, j'ai un certain nombre de documents comme ça qui prouvent que justement on était aussi au-delà des soldats, la société civile était mobilisée et les gens, devaient c'était, une situation, très particulière. Donc pourquoi, pourquoi je vous montre tout ça? C'est parce que justement, on pourrait se dire: «C'est que des vieux documents, heu, qui servent à rien». Que pourquoi, alors pour ceux qui se plaignaient des attestations de déplacement pendant le covid, voilà. Typiquement, ça, c'est une attestation, bah, de la même tante qui avait le droit d'aller voir sa famille pendant 2 jours. Donc, heu, on pourrait se dire: «Ah, tout ça, c'est des vieux papiers, on s'en fout». Mais je pense que c'est important parce que justement, d'expliquer aux enfants ce que ça a été, ce que ça représentait et justement, bah, pour pas que ça se reproduise comme le dit, Edwige Veuf. C'est important, justement de se battre et il faut savoir que ça a été très, très, très long pour que, moi je sais que mon grand-père de son, vivant n'a jamais parlé de la guerre. Mmh. Il n'en parlait pas.
C'était, un non-sujet et que on avait beau, moi j'avais beau lui poser des questions et tout parce que, bah, en plus à l'époque il y avait, je sais pas pour les plus anciens d'entre nous, il y avait, le, comment ça s'appelle? Papa Schulz, tu vois? Donc tu te disais: «Ah, le Stalag, ça doit être sympa». Il n'en Non, parlait c'était pas rigolo. C'était pas pas. du tout rigolo. Alors pour vous voyez, regardez. Alors ça, si je comprends un peu l'allemand, c'est un bon pour des poissons. Donc ça doit être des bons pour la bouffe. Fais voir. Heu, parce Et que je tu crois verras qu'il comment. travaillait il était travailleur forcé dans une pêcherie du Mmh. Rhin et donc il avait le droit à des poissons. Donc parce que oui, parce que très rapidement, ils se sont rendus compte que les prisonniers de guerre des stalags, bah, ils pouvaient servir à quelque chose. Donc voilà, c'est Oui, ils ont pas manqué de les exploiter. C'est-à-dire, globalement, mon père quand il est amené, il a été amené à aller en Allemagne, il disait au moins, bah, nous on passait par l'autoroute et bah, il disait, «Oui, je rentabilise mon effort» de l'époque. Bon, je suis pas sûr que je suis pas sûr que les autoroutes allemandes soient en si bon état maintenant, mais voilà, c'est globalement, ils étaient en avance en termes d'autoroutes, mais c'était beaucoup lié, effectivement à un travail, qui n'aura pas coûté très cher. alors j'ai un autre document là. Ah, je sais pas si on voit. C'est la fiche de démobilisation. Donc c'est mon grand-père était armes, artillerie, forteresse, donc je suppose que ça devait être la ligne Maginot. Normalement, oui. Et donc deuxième classe et donc on voit donc, c'est, heu, donc il y a les mentions du Stalag et donc il est le libéré par les alliés le 13/4/45 et remis aux autorités françaises le 23/4/45 à Lille et à Paris le 24/4/45. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de documents et et donc c'est vrai que pourquoi je montre tout ça? C'est parce qu'il voilà, attendez, ça aussi. Donc il y a alors les Allemands, il y avait beaucoup de cartes de contrôle. Alors je pense qu'il y avait beaucoup de restrictions à l'époque de mais par exemple, je ne sais pas ce que c'est ça, mais il y avait plein de, il a plein de cartes comme ça, pour passer d'un coin à l'autre avec plein de tampons. Mmh. Donc là, c'est marqué contrôle carte. Parce que je crois que c'est effectivement comme c'est devait être des les zones libérées devaient être, divisées, je pense qu'il fallait un passage entre chaque coin. Mais bon, je je ne saurais pas, dire exactement. Mmh. Ce qui est sûr, bah, là, par exemple, c'est 30 mars 44. Ça, c'est des attestations de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Travail forcé et c'est important de garder tout ça parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui disent que tout ça n'existe pas. Alors, John Doe dit: «C'est quoi le débat?» Non, l'idée, c'était qu'on se rappelle un peu, justement, le la question, du 8 mai et pas forcément que par les commémorations, mais du fait qu'on est tous garants de cette mémoire-là. C'est important justement et alors, Marco dit: «Mes grands-parents n'ont quasiment pas parlé de la guerre. L'un était ouvrier et était réquisitionné, après les bombardements alliés en tant qu'étranger». C'est ça, heu, il faut, c'était très difficile donc nous, on a cherché justement les infos, les descendants et il faut c'est un le devoir de mémoire, c'est très important, le terme devoir. C'est une obligation, pas que morale, c'est une obligation civique de chaque Français qui a un lien avec un conflit, de le transmettre aux générations futures. Sinon, on est condamné à recommencer la même chose et c'est important justement, heu voilà, il faut en parler et alors moi j'aimerais parfois je me dis: «J'aimerais bien, parler allemand pour comprendre,
un certain nombre de trucs qu'il a écrits, mais voilà, c'est comme ça. Alors je crois que j'ai une autre carte et j'ai essayé de tout garder justement parce que, c'est ça aussi, vous voyez, 44, je ne sais pas ce que c'est. Donc Ouais, avec ces infâmes tampons à chaque fois là. Bon, bref, qui font froid dans le dos et voilà donc soyez tous les garants, de ce passé. On est tous gardiens à la mémoire de la mémoire et c'est très important justement de se battre pour, faire vivre cette mémoire et dire que, bah, tout n'a pas été, simple. Les choses ont été complexes et je sais que, par exemple, dans mon cas, familial, donc mon grand-père est parti au début de la guerre. Ma grand-mère était enceinte, il venait de se marier. Elle accouche pendant la guerre, il revient 5 ans après. Ils ont, ma mère donc en 48 et ils divorcent, presque, pas longtemps après, parce que la guerre les avait abîmés tous les 2. tout à fait, ouais. Parce que rien n'était plus pareil et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, mais au-delà, des effets sur les gens, ça a détruit des familles entières parce que c'était très, 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 très compliqué et donc tout ça, c'est pas il y a les effets, les bombardements, les spoliations, il faut imaginer. Ils avaient tout perdu. Tout perdu, une femme qui connaît pas son mari, qui a élevé pendant 5 ans. C'est comme les gens ne se connaissaient plus, surtout qu'à l'époque, effectivement, les gens se mariaient, ne vivaient pas ensemble pendant longtemps avant, contrairement à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important de se rappeler de cette période-là et de voir et de comprendre, en fait et hem et de se dire qu'eux aussi les Allemands, parce que dans ce moment-là, n'ont pas forcément été les plus clean parce que presque 20 ans quand même pour commencer à payer et payer, on va dire, très, très peu, hein, heu, c'est affreux. Mmh. Parce que Bon après, ce qu'il faut savoir aussi globalement, hein, c'est que aussi bien en France, qu'en Allemagne ou et encore que dans d'autres pays, hein, il a fallu reconstruire énormément de choses et que, bah, ça a été long et compliqué. En 48, il y avait encore du rationnement, par oui, exemple. oui, tout à fait. Donc, voilà, la sortie des années de guerre, ça se fait, sur 3 4 ans. Pour avoir à nouveau une production, à peu près correcte, avoir des choses qui arrivent et cetera. C'est pas, c'est aussi c'est l'armistice aussi, voilà et d'un seul coup, tout va bien. C'est et toute l'économie se refait. Non, au contraire, il y a des tas de choses qu'il faut remonter et c'est quand même très compliqué. C'est la même chose qui se passera, du coup, je pense, enfin en Ukraine ou dans les nouveaux territoires, de la Fédération de Russie. Mmh. Puisque je pense que ça va se terminer comme ça. Les reconstructions se feront, il y aura énormément de reconstructions. Il y a des villes qui sont, je crois que c'est Kupiansk par exemple, qui est totalement rasée. Oui, oui, tout à fait. Voilà, du coup, il faut mesurer ce que ça peut vouloir dire pour les civils. Tu reviens chez toi, ben, il y a pas de chez toi, c'est fini. Tu as 3 bouts de mur et voilà et c'est exact c'est quand même un vrai ça c'est quand même quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Effectivement et d'ailleurs, bon, alors, il y a quelque chose d'un peu bizarre sur cette histoire de 8 mai, cette date de 8 mai, on en avait parlé, je crois, en réalité, ça a été signé le 7 mai, mais il a fallu le revalider le 8 mai avec les Russes, officiellement. Mais pour les Russes, ça intervient le 9. Pourquoi? Parce que pour une histoire de décalage horaire et de fuseau horaire, pardon. Voilà et en fait, en réalité, c'est une date, qui a été choisie,
qui est célébré, qui est férié chez nous, mais qui ne l'est pas, en Angleterre, qui ne l'est pas aux États-Unis. Alors ça tient beaucoup, peut probablement à De Gaulle, parce qu'effectivement l'armistice a été signé, avec l'armée française aussi. Ce qui Mmh. avait un peu agacé, l'officier allemand qui venait signer la reddition. Et donc c'est pour ça aussi qu'effectivement, la France, a beaucoup fêté le 8 mai parce qu'en réalité, il y a eu des combats à Saint-Nazaire, 2 jours après, il y a une autre poche, je ne sais plus à quel endroit sur la côte, où effectivement il y a eu des combats. C'est une paix qui est signée avec l'Allemagne, mais qui est pas signée avec le Japon. Ça intervient plus tard avec le Japon. Voilà et en fait, il y a encore des combats, notamment en Asie, je crois en septembre. Voilà, parce Oui, tout à qu'après, fait. donc du coup, voilà, c'est toujours très flou de fixer une date de fin de guerre. En réalité, c'était, mais c'est juste parce que, il y a des réalités complexes et puis après il y a des sensibilités nationales qui font que, bah, en fait, un truc plus qu'un autre, voilà. Le 8 mai est une date, spécifique, elle est aussi peut-être, à d'autres endroits pour d'autres raisons. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est important, qu'on parlait du devoir de mémoire, hein, que c'est un côté essentiel. Il faut savoir justement, pour montrer un peu la difficulté du parcours, quand tous vos biens avaient été pris par les Allemands ou détruits, vous deviez trouver un voisin, si possible un voisin qui était, qui allait vous faire ce type d'attestation pour vous dire que vous aviez bien des meubles, Ouais, vous aviez bien des choses parce que les gens, il y avait pas de photos, il y avait rien. On n'avait aucune trace en fait de ce que vous aviez. Donc c'était très dur d'avoir des réparations parce que bien sûr les Allemands, voulaient rien lâcher et donc ils se il faut voir le parcours du combattant après que les gens ont eu pour oui, obtenir justement les réparations. C'est ça paraît, dit comme ça, heu facile, mais en fait c'était très, 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 très compliqué. Donc oui, alors, certains disent: «C'est pas un armistice le 8 mai, c'est une capitulation». oui, c'est la capitulation de l'Allemagne, c'est pas celle du Japon, Ouais, notamment tout et à fait. après, voilà, les dates sont différentes, avec En les 1 sachant parce que qu'en ce fait, que ouais, les Allemands vas-y. se seraient bien vus négocier un armistice avec les Américains, les Français, ou les Anglais, mais pas avec les Russes. Mmh. Parce que certains avaient l'idée de se dire: «Bon, voilà, on va se calmer de ce côté-là et puis comme ça on met leur pâté aux Russes». Et en fait, ça a pas marché du tout comme ça parce que les autres ont dit, «Non, non, vous signez avec tout le monde ou vous ne signez pas et on continue». Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit là, par exemple, c'est marqué que les biens ont été piqués par les Allemands juste avant la libération de Paris. Parce que ça Mmh, aussi, les Allemands en partant, c'était un peu la fête du slip, puis ils partaient avec ce qu'ils pouvaient partir. Bah, faut se souvenir historiquement, le pillage du Louvre ou d'autres coins, d'œuvres d'art et cetera, les mmh, Allemands, ils faute de gagner, ils voulaient embarquer tout et ouais. donc ça a été Mmh, très, très compliqué parce qu'effectivement alors, on parle même pas de biens de valeur, mais les gens n'avaient plus rien certains. Donc ils recommençaient, après la guerre dans une situation souvent, très précaire et avec, alors on le dit pas assez, souvent pour les anciens combattants, des pensions, ridicules. Alors parce qu'il y avait tellement d'anciens combattants, hem, que voilà, c'était compliqué. Donc heu, ouais. Enfin, moi, je lis des trucs un peu délirants là sur le chat. Donc, Pedro, je crois que tu as une action au moins à faire et il y en a un autre qui devra nous expliquer, alors, des choses complètement délirantes que je vois. bah, Hugo, c'est le platiste, non? Oui, c'est ça, oui, oui. C'est bon, il est toujours bloqué sur sa terre plate. Bah, il m'expliquera, justement, commémoration de la 2e guerre mondiale, les nazis avaient testé pour voir si la terre était plate et en fait, il s'est rendu compte que, bah,
si elle était plate, qu'ils envoyaient un truc droit, bah et qu'au final ça marchait pas. Donc ils ont démontré que c'était un globe, même eux, pour dire. Je n'ai pas compris non, par contre, j'aimerais bien effectivement ces dudes-là, ça veut dire quoi ça? Pétain avait raison? Ouais, non, franchement, là, bon, Parce que c'est justement la question du devoir de mémoire, c'est aussi affirmer pour balancer un truc, éviter des blagues de mauvais goût, en fait. ouais. C'est croire, en fait, que c'est drôle. On parle d'un conflit qui a fait des millions de morts en Europe, où des gens, parce qu'ils étaient nés roms, nés juifs, nés tziganes, qu'ils étaient homosexuels, qu'ils étaient opposants politiques, ont été assassinés. Oui. Nés, on va dire, on n'est pas, genre, dans une manif où le mec se fait tirer. Non, on parle d'assassinat systématique et d'industrialisation de la mort. Je sais pas ce Je que c'est que la FM. la franc-maçonnerie. Non, mais c'est encore c'est encore une logique de chercher des complots là où il y en a pas. Heu, Ouais. la franc-maçonnerie en France, justement, ça fait partie aussi des gens qui, ont combattu le nazisme. Donc contrairement à Pétain, qui les a accueillis, les bras ouverts. Donc franchement, c'est pas pour rien qu'on lui a prédit l'indignité, nationale. Il faut quand même faire un peu gaffe à ce qu'on raconte et justement, je pense que certains auraient tout fait de parler à ceux qui ont vécu ou à lire des livres, à se renseigner un peu sur cette situation parce que il y a on lit beaucoup de bêtises et donc Hugo, je C'est vous ai déjà cher dit, Hugo. mon offre tient toujours. Il y a à Paris, dans le 14e arrondissement, il y a des groupes de parole sur la terre plate. Donc et c'est très joli comme endroit, ils ont des beaux jardins et ils en parlent beaucoup. Donc n'hésitez pas, ils vous accueilleront. Alors bon, problème de service public, il manque de place, c'est vrai, parce que vous êtes nombreux à aimer la terre plate. Mais et pas que. Mais je vous encourage, ils sont très gentils. En plus, ils ont un code vestimentaire assez sympa, un peu comme les hindous, ils sont tous habillés en blanc. Si, si, il va falloir, hein, parce que globalement, oui, normalement, il faut que les jardins soient plats, hein, sinon c'est pas possible. Bon, Tout à fait. non, Alors, mmh, mais pour en revenir, donc Georges, je crois que Georges n'arrive pas du tout à se connecter. ouais, ça Heu, m'étonne pas. Ça doit être exactement parce que dicté. alors il faut savoir que quand nous on était à Kazan, on savait quand, les officiels russes arrivaient parce que les téléphones redémarraient tout seuls. Ils ont des systèmes de brouillage improbables. Heu, ce qui fait que i alors encore un qui se Oui, trouve il y a des drôle. cons, hein. Il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même là, ce matin, un beau festival de conneries, hein, c'est et c'est pas de conneries, où on rigole, c'est un peu n'importe quoi. Non, mais Heu, c'est pour ça qu'il faut rappeler le devoir de mémoire. Parce que c'est pas possible, en fait, je ne sais pas qui vous êtes, Siamar, Douloussian, heu, de ne pas se rendre compte que quand vous faites ça, vous crachez au visage de tous les Français qui ont combattu. Mais Français, pas que les Français de souche, les tirailleurs sénégalais, les Marocains, tous ceux qui étaient engagés pour justement défendre une certaine idée de la liberté et justement, heu, vision de l'humain et quoi qu'on en dise, c'est pour ça que c'est une honte qu'aujourd'hui nos dirigeants européens ne vont pas à Moscou. Parce que tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide des soviétiques. Si les soviétiques n'avaient pas eu des avancées, alors je vous encourage à lire, sur Twitter, justement Jacques Sapir
qui en parle très bien. Heu, les Américains ont fourni pas mal de matériaux justement pour les Russes pour aider à leur effort de guerre, mais c'est fondamental. S'il n'y avait pas eu les Soviétiques, on parlerait encore allemand en France, puisque les Anglais ne pouvaient pas tenir bien plus longtemps. Donc, si on va dire dans le contexte où, c'est le front de l'Est qui permet, aux Anglais d'avoir du répit. Parce que sinon effectivement, les Allemands auraient fini par, envahir la Grande-Bretagne. Donc il faut pas i c'est important de regarder l'histoire, c'est important de comprendre l'histoire et il faut arrêter de trouver que c'est drôle en fait. Justement, rien n'est drôle sur cette période-là. C'est une période qui a meurtri définitivement l'Europe et qui encore aujourd'hui, dans le conflit ukrainien, ne pas oublier que dans, les Ukrainiens et dans les pays baltes, ils n'ont pas fait leur mea culpa sur la question du nazisme et ils glorifient encore des gens qui ont collaboré avec, le régime nazi. Bah, c'est-à-dire Et que, d'ailleurs, au cœur du un lieu conflit. d'extermination et quand même et on arrive à un lieu d'extermination qui est le camp de Babillard, par, l'avenue Stéphane Bandera. Ce qui est quand même, assez amusant. Enfin amusant, non, c'est pas amusant d'ailleurs, mais ce qui est quand même, assez gonflé. Globalement, il y a des symboliques, enfin moi je trouve qu'il y a des symboliques, au niveau sur les drapeaux et cetera, certains drapeaux et cetera, qui sont quand même, plus que problématiques parce que, la comment dire? La filiation, elle est, plus qu'évidente, elle est criante. Alors, heu, on parlera allemand. Si il n'y avait pas eu la contre-offensive des Russes, il y aurait pas eu de débarquement. C'est très clair. Puisque les forces auraient été massées, on va dire, justement il faut lire, ce que Jacques Sapir a écrit là-dessus, c'est très intéressant. C'est la guerre s'est fait en plusieurs temps et à cau ce temps où les nazis consomment des troupes à l'est, font qu'il y avait moins de troupes sur le débarquement. Il y avait plus que je crois, je vais pas dire de bêtises, mais, entre 15 à 20 des contingents. Donc en fait, ils avaient Oui, assez peu d'armée, donc même si ça a été mis en scène par Hollywood, le débarquement et cetera, c'était pas l'endroit où il y avait le plus d'armées, allemandes. Par contre, de non, l'autre côté, l'effort et la boucherie que ça a été pour les soviétiques d'arriver jusqu'à Berlin, on se rend pas compte en fait. Nous, de l'autre côté, du débarquement, quand les alliés avancent, ils avancent relativement facilement. On n'est pas dans les le côté, violent des combats qu'il y a eu de l'autre côté et c'est pour ça, les gens qui ne comprennent pas pourquoi c'est si important pour les Russes. Mais parce qu'ils ont joué leur propre existence. C'était c'est vraiment, c'est une violence sans nom. Heu et ils ont résisté vaillamment, mais à quel prix? Ils ont perdu énormément de gens. Donc c'est très important, heu, de justement, se souvenir, rappeler ça, ne pas être fermé parce qu'effectivement, l'histoire aussi de la deuxième guerre mondiale ne s'est pas écrite que à la fin de la deuxième guerre mondiale. C'est encore une histoire qui s'écrit parce qu'il y a des choses, maintenant, qu'on ne disait pas à une certaine époque, maintenant sur lequel on peut dire. Faut se rappeler, Maurice Papon ou des gens comme ça, sur lequel ça a été très tard, mais il faut se méfier. Parce que quand j'ai vu là récemment encore, certains qui publiaient des extraits audio de Klaus Barbie qui disaient que Jean Moulin s'était suicidé et qu'il n'avait pas du tout été assassiné par la Gestapo parce que justement ils avaient oublié de lui attacher les jambes et donc il se balançait comme ça et qui s'était fracassé le crâne volontairement tout seul pour ne pas parler.
Non, Franchement, Pierre Brossolette l'a fait, mais pas, enfin voilà. de quoi? Pierre Brossolette, lui, par contre, s'était jeté, pour pas parler. Oui, Effectivement. mais voilà. Alors Merci merci Edwige. beaucoup Edwige. Vous êtes toujours très généreux. Alors je ne sais pas si vous êtes une ou parce qu'avec internet on sait jamais, hem, une ou un, mais ce qui est sûr et alors Florence, Cohen, tu as raison, oui, le nazisme a continué après la guerre et d'ailleurs est encore présent dans pas mal d'endroits et c'est bien pour ça, qu'il faut continuer ce travail d'expliquer quand on voit, par exemple, les lois sur l'euthanasie, l'eugénisme, le côté on abandonne les pauvres, beaucoup de pratiques promues par les nazis se sont débarrassés, de, on va dire, la culture identitaire nazie, mais pourtant, l'idéologie reste là. On n'a Mmh. pas su et dénazifier. On n'a pas su complètement alors il y a beaucoup de raisons historiques à ça là, on a voulu faire la réconciliation nationale. Hem, Au nom de la réconciliation nationale, on a, fermé les yeux. Mais on n'est pas allé au fond et il faut vraiment, vraiment aller au fond, de cette question-là parce que sinon, effectivement, ça se reproduira et quand on voit le jeune, c'était à Nantes, c'est ça? Celui qui a assassiné la jeune fille, Lorraine, Ouais, je sais dans plus. le lycée là, récemment, Mmh. assassiné au couteau, qui se disait amoureux du moins, fan d'Adolf Hitler. Tu te souviens pas? Il y a eu un attentat là récemment. Oui, exact, exact. Voilà. Ben Ouais. voilà, Ouais. c'est important. Alors, oui, globalement, alors, la dénazification, enfin, globalement, l'Allemagne essaie d'en pratiquer une. L'Autriche, par contre, est passée soit en mode, nous, on a été victimes, on a été annexés. Et ils l'ont pas pratiqué et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des histoires comme celle de Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU et puis, après, je sais plus quoi, avec des responsabilités, européennes, non, il me semble? Mmh. Voilà, donc du coup, c'était un peu passé à travers. En France, on a beaucoup joué la partition nous, on était victimes et cetera. Sauf qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ont été zélés, un certain nombre d'autres qui ont fait tout ce qu'il fallait pour saboter, l'œuvre des nazis et de l'État français. Mais bon, c'est quand même, mais quand même, ça c'est passé un peu à la trappe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand il faut reconstruire un pays, bah, tu prends les cadres qui sont en mesure de le faire. Je vous donne un exemple qui est pas connu. Trotsky a constitué l'armée rouge avec des officiers de l'armée tsariste. Alors, ils étaient pas forcément sur les idées des bolcheviks ou quoi que ce soit. C'était juste des mecs, ils avaient un savoir-faire qu'ils ont loué et puis, voilà, certains ont été épurés par la suite, par Staline, au nom d'une épuration anti-trotskiste, bien entendu. Mais voilà et globalement, c'est un peu l'exemple du fonctionnaire papon, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un type, qui à un moment donné, est utile pour mettre en route des trucs et que du coup, on n'embête pas trop au début et qui est rattrapé par la patrouille bien plus tard. Il faut pas oublier aussi une chose pendant, le nazisme, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'autres partis nazis dans le monde. En Angleterre, il y avait, le British Union of Fascists, donc dirigé par Oswald Mosley. Alors pour certains, ça dit rien Oswald Mosley, mais pour les fans de BD, je vais vous montrer qui est Oswald Mosley et vous allez comprendre tout de suite. Alors, je vais essayer de vous le montrer parce que c'est très, très, très net. Je vais vous le partager ici, vous allez voir et on va voir si certains ici, sont bons en culture, de BD. Mmh.
Alors est-ce que ça, Alors, cet oui, accoutrement mais on leur dit, empêche quelqu'un? les nazis, on aurait dû tous se mettre de côté. Alors en gros, globalement, il y a ce nombre de gens qui ont été justement mis de côté, frappés d'indignité nationale et cetera, hein. Donc bah, avec évidemment pas d'accès, à des emplois publics ou des choses comme ça. Certains donc ont fait la prison. Tiens, un certain nombre ont été aussi, fusillés, bien entendu. Bon, sinon Oswald Mosley, oui. À ton avis, à Lui, qui il ressemble? Ça te dit rien? Regarde, attends, je vais vous montrer. Chaplin, Non, un peu, dans Le c'est Dictateur. lui. C'est lui l'inspiration. Ulrich. Ulrich qui est le grand méchant dans Black et Mortimer. Tu vois? Ah oui, 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 oui. Après il y a eu des collages, hein, effectivement. Tu vois? C'est, c'est puisque c'est le méchant, on le voit clairement ici, tu vois? C'est le même personnage, en fait. Ouais, Donc qui avait, inspiré Edgar P. Jacobs, justement, et donc voilà, c'est, exactement Ulrich, c'est et donc mais tout ça pour dire que il y avait pas que ça et les 2 plus grands partis nazis en dehors de l'Allemagne et de l'Autriche, tenez-vous bien, c'était les États-Unis et la ouais, Grande-Bretagne. D'ailleurs, il faut se rappeler que la Grande-Bretagne, au début de la guerre, il y a eu pas mal de dirigeants, britanniques, dont la la royauté, sur lequel, ça a été un peu compliqué. Parce que justement, heu, il faut, regarder bien, comment les choses, se sont faits et d'un seul coup, ils ont été et il y a eu le même problème aux États-Unis. oui, oui. Par Les exemple, États-Unis Errol finançaient Flynn, l'armée nazie. voilà, Errol Flynn avait IBM, maintenait le parti nazi beaucoup américain. d'entreprises américaines travaillaient sans problème avec les nazis. Ah, ils ont travaillé pendant toute la guerre, hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important, heu et c'est pour ça aussi que ces pays-là, bah, non, on va dire, n'ont pas fait ce travail de purge parce que, bah, ces gens étaient déjà là. Donc bon, ils se sont cachés un peu, ils sont, comme on dit, ils sont pas trop affichés, mais il faut rappeler que aux États-Unis, c'est pas Oui, oui, interdit de se promener, avec des swastikas et même de faire le commerce, de ouais, comment ça s'appelle? de Le l'insigne et commerce cetera. d'artefacts. Et que se dire nazi n'est pas un problème et oui, alors, j'ai notre invité du jour, Philippe Grégoire qui me dit en coulisses: «L'origine du nazisme, c'est, le Bunds aux États-Unis». Oui, effectivement, c'est important de le rappeler. Donc c'est pour ça aussi que malheureusement, on n'a pas réussi à faire ce travail. Il faut savoir que dans les pays baltes, on peut facilement se procurer Mein Kampf, des œuvres complètement interdites en Occident et donc quand, les Russes disent: «Attention quand même, ces gens-là avec le nazisme», alors il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie de Poutine, hein, mais là-dessus, ils ont pas tort. Mmh. Il y a un problème des pays baltes et il y a un problème de l'Ukraine avec Ah ces oui, oui. sujets-là. Il y a un vrai sujet, bon voilà, mais ce qui est lié à plein de choses, d'ailleurs, les pays baltes, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été aussi beaucoup, comment dire? Sous influence prussienne ou teutonique, enfin les chevaliers teutoniques et cetera. Donc effectivement, bah, ça a laissé aussi un peu un peu de traces, et globalement, une certaine affinité effectivement avec, bah, du coup, avec l'Allemagne nazie. Il y a eu effectivement des difficultés, après la 2 la 1re guerre mondiale, c'est un phénomène de corps franc allemand qui ont essayé de mettre la main sur les pays baltes et de les garder. Donc, je crois que notamment c'était le cas en Lettonie notamment. Hem et donc, effectivement,
bon, après il y a eu une annexion plus récente qui a été faite par l'URSS et du coup, bah, effectivement, ils ont une sensibilité un peu particulière, mais globalement, bon, moi j'ai tendance à dire quand même ils ont un peu, un tropisme qui les pousse à se jeter à la rivière pour pas être mouillés par la pluie. Alors pour info, en Angleterre, c'était Édouard, VIII Ouais, qui justement, avait des sympathies, du moins et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se rappeler qu'au début de la guerre, la reine Marie, heu et la reine Élisabeth et sa sœur restent et sont montrées justement en en uniforme, combative et cetera, parce qu'il ouais, fallait réhabiliter la monarchie britannique à cause de ses sympathies avec hem, l'Allemagne nazie. Donc c'est important, donc voilà, c'était un peu le une revue de presse un peu mémoire.